rappeler en fait là, que la présentation va être enregistrée pour être ensuite disponible sur la page web du programme. D'accord. Donc, l'enregistrement a été démarré. On va pouvoir commencer. Donc, d'abord, bon, le programme va être découpé en 4 sections. D'abord, on va voir la présentation du programme, donc les objectifs. Excusez-moi, ça peut bien, je vais arriver à reprendre le contrôle. Donc, d'abord, on va voir la présentation du programme dans son entièreté, donc les objectifs du volet, la clientèle et l'admissibilité des demandeurs, les projets qui sont admissibles, les critères de sélection, le financement disponible et les différentes dépenses qui peuvent être soumises dans le cadre des projets. Ensuite, on va regarder brièvement là, les démarches relatives au dépôt d'une demande d'aide financière. Puis, on va regarder aussi le traitement là, que nous, on effectue de vos demandes à l'interne. Et finalement, on va conclure la séance par une période de questions où on va répondre à celles qui n'ont pas été répondues au cours du webinaire. Et on va aussi prendre certaines questions à l'oral si vous en avez. Donc, on va débuter avec la présentation du programme. Bon, rapidement, le programme de développement des marchés bioalimentaires, volet 2, il vise en fait le développement de marchés, la commercialisation plus traditionnelle là, par rapport au volet 1. Donc, on parle surtout des marchés québécois et des marchés à l'exportation, donc tous les marchés qui sont hors Québec. Pour nous, c'est ce qu'on considère de l'exportation. Donc, le but du programme, c'est d'accroître les ventes de produits bioalimentaires québécois sur les marchés québécois et à l'exportation, visiblement. Il se divise en 2 volets. Donc, il y a un volet qui va cibler spécifiquement le marché québécois non institutionnel et un deuxième volet qui va viser le marché d'exportation, donc tout ce qui est hors Québec, encore une fois. Le deuxième volet qui vise l'exportation est cofinancé par le fédéral là, via le Partenariat canadien pour l'agriculture. Donc, les clientèles et leur admissibilité. Les demandeurs qui sont admissibles au volet 2, en fait, ce sont les organismes à but non lucratif, les coopératives à but non lucratif, les associations à but non lucratif et les regroupements d'entreprises. Donc, ce sont des projets qui sont collectifs. Là. On veut que les projets aient une incidence sur un minimum de 3 entreprises non apparentées. Donc, c'est pourquoi les demandeurs ne sont pas les entreprises individuelles dans ce cas-ci. Pour définir un peu plus les particularités, bon, un organisme à but non lucratif, je pense que ça va. Mais pour ce qui est des coopératives à but non lucratif, bien là, en fait, on fait référence à des coopératives qui se sont dotées dans leur statut d'une interdiction de se donner des ristournes et des intérêts sur les parts privilégiées. Par contre, bon, il y a un statut fiscal qui est associé à ça. Puis on le sait qu'il est difficile à maintenir ou à obtenir. Donc, les coopératives qui sont dites standards, là, à but lucratif, peuvent obtenir le même traitement que les coopératives. Elles sont capables de nous faire la démonstration à l'aide de leurs états financiers qu'elles ne se versent pas de ristournes ou d'intérêts privilégiés, d'intérêts sur leur part privilégiée. Là. Donc, c'est possible pour elles d'obtenir ce traitement-là. En fait, je spécifie ça parce que les regroupements d'entreprises sont définis comme étant des regroupements légalement constitués ou non d'un minimum de 3 entreprises. Donc, les coopératives standards, là, dites à but lucratif, font d'emblée partie des regroupements d'entreprises. Donc, ils sont admissibles d'emblée comme regroupement, mais ils ont la possibilité d'obtenir le traitement des coopératives à but non lucratif, comme je vous ai dit, s'ils nous font la démonstration à l'aide de leurs états financiers. Donc, en fait, ces demandeurs-là, pour être admissibles, il faut qu'ils soient légalement constitués au Québec, il faut qu'il y ait un établissement qui opère au Québec, puis il faut que leurs activités soient dans le secteur bioalimentaire ou profitent aux entreprises de ce secteur-là. Donc, en fait, je l'ai présenté pour les 2 volets, mais la clientèle est la même autant pour le marché québécois que pour le marché à l'exportation. Et les contraintes sont les mêmes pour leur admissibilité, donc d'être légalement constitué au Québec, d'avoir leurs activités dans le secteur et d'avoir un établissement. Donc, en ce qui a trait au projet, ce sont des projets d'une durée maximale de 3 ans qui sont admissibles et on demande que les projets aient un minimum de 50 000 $ en dépenses admissibles. Par ailleurs, là, pour le volet sur le marché québécois, en fait, là, il y a une possibilité de chevauchement avec le programme proximité du MAPAC, là, dépendamment des projets. Donc, on vous demande, là, si votre projet est de 100 000 $ ou moins, d'aller vérifier s'il cadre avec les objectifs du programme proximité avant de déposer dans le programme de développement des marchés bioalimentaires. Donc, en cas de doute, vous pouvez toujours prendre contact avec nous. Là. Nos coordonnées vont être disponibles à la fin de la présentation, mais si vous avez des doutes, vous pouvez toujours nous contacter.
Donc, les projets qui sont admissibles au volet 1.2, qui est en fait le volet qui vise le marché québécois. Les projets doivent avoir, bon, comme je l'ai mentionné, une incidence sur un minimum de 3 entreprises bioalimentaires non apparentées. Mais ils doivent aussi, en fait, viser à accéder à un nouveau marché, un nouveau réseau de distribution ou à étendre leur part de marché. Là. Donc, en fait, là, on sort un peu, on essaie de financer des projets qui sortent du business as usual, là, donc qui doivent faire partie d'un projet plus englobant. Donc, le type de projets qui sont admissibles dans ce volet-là, ce sont des projets qui visent à acquérir des connaissances en matière de développement de marché, concevoir et mettre en œuvre des stratégies de commercialisation, réaliser des activités de promotion et de développement des affaires ou encore implanter des solutions de distribution alimentaire regroupées ou logistiques. Pour ce qui est du volet, du sous-volet 2.2, en fait, là, donc le sous-volet qui porte sur le marché, les marchés à l'exportation, tout ce qui est hors Québec. Donc, encore une fois, on veut que les projets aient une incidence sur un minimum de 3 entreprises bioalimentaires non apparentées et on demande qu'ils ciblent un nouveau marché d'exportation, un peu comme je l'ai dit précédemment, là, qui vise à étendre, là, donc qui sort un peu du business as usual. Encore une fois, dans ce cadre-là, les projets qui sont admissibles, c'est d'acquérir des connaissances en matière de développement de marché, de concevoir et mettre en œuvre des stratégies de commercialisation, réaliser des activités de promotion et développement des affaires, implanter des solutions de distribution alimentaire regroupées ou logistiques, mais aussi d'accompagner les entreprises dans le développement du milieu institutionnel hors Québec. Donc, ça, c'est possible aussi. Donc, les critères de sélection sur lesquels on s'appuie pour faire l'analyse des demandes reçues, il y en a 6. D'abord, la capacité financière, humaine et organisationnelle du demandeur. Donc, on parle surtout de l'expérience préalable en gestion de projet, du nombre de ressources humaines et de leurs compétences, mais aussi de la pertinence au recours à des ressources externes. Ensuite, on évalue la pertinence des activités proposées pour atteindre les objectifs du projet. Donc là, on regarde en fait si c'est en adéquation avec les besoins du milieu qui ont été identifiés. On regarde aussi votre connaissance et votre préparation préalable au projet. Le troisième critère, c'est l'adéquation entre les plans de travail et de financement. À ce moment-là, bon, on va regarder que vos plans de financement soient complets, détaillés, diversifiés, puis bien sûr que le tout balance correctement, que la planification soit logique et réaliste. Le quatrième critère, donc, c'est les retombées potentielles et mesurables du projet. Donc, on va regarder surtout bon, le nombre d'entreprises qui vont être touchées, la portée du projet, les retombées indirectes et directes pour faire augmenter les ventes de produits bioalimentaires québécois. Le cinquième critère, c'est la contribution et la participation de l'industrie bioalimentaire. Donc, comme on l'a mentionné, les projets financés dans le cadre du programme de développement des marchés bioalimentaires, c'est des projets qui se veulent être collectifs et structurants. Donc, on demande bien sûr qu'il y ait une contribution, une participation de l'industrie à vos projets. Dans ce cas-ci, on va surtout regarder comment ils sont consultés, comment ils vont participer dans le projet, puis aussi s'ils mettent une contribution financière. Le dernier critère qui est observé, comme je l'ai mentionné, on veut qu'on ait des projets structurants. Donc, c'est la pérennité et l'effet structurant du projet qui est analysé. On se base surtout sur les effets économiques à long terme, les démarches de suivi dans le temps et les possibilités là, de transfert ou de multiplication là, qui vont s'en suivre de votre projet. Donc, maintenant, on en est au financement. Le programme est quand même assez généreux, donc il permet d'obtenir 750 000 $ par demandeur. Par contre, ça, c'est pour la durée du programme, là, donc, qui se termine en 2023. Et c'est pour tous les volets confondus. Là, donc, c'est pour l'ensemble des volets, là, que ce soit du volet 1 ou du volet 2, le 750 000 $ est un maximum qui s'applique. L'aide financière est accordée à 70 % des dépenses admissibles pour les organismes, coopératives et associations à but non lucratif et il est accordé à 50 % des dépenses admissibles pour les regroupements d'entreprises, donc qui sont de nature plus privée. C'est une de nos règles imposées par le secrétariat du Conseil du Trésor. Donc, le financement est à 50 % dans leur cas, mais à 70 % dans le cas des demandeurs à but non lucratif. Donc, pour le financement, en fait, là, on vous demande donc de contribuer à ce moment-là à une hauteur de... En fait, il y a 2 règles là, à respecter pour le financement. D'abord, il y a la règle du cumul de l'aide financière publique.
Donc, vous pouvez aller chercher jusqu'à un maximum de 75 d'aide financière publique sur les dépenses admissibles du projet. Ce qui veut dire que, considérant le taux de financement à 70 vous pouvez aller chercher un 5 dans d'autres programmes. C'est possible d'aller faire ça. Par contre, là, il va y avoir un minimum là, de 25 qui est attendu comme contribution privée. Là. 25 des dépenses admissibles qui va être attendu de la part du demandeur ou de ses partenaires privés. Par contre, ce taux-là, là, il est encore à 50 lorsqu'on parle des regroupements d'entreprises, comme je l'ai expliqué un peu plus tôt. La deuxième règle à respecter, c'est la règle de contribution minimale en espèces. Donc, c'est on vous demande de mettre minimalement un certain montant. Celui-ci, en fait, il à 50 000. Donc, je vous ai fait un petit exemple. Si on a une aide financière de 200 000, bon, la partie qui excède 50 000 d'aide, c'est 150 000 Donc, on veut en fait que vous mettiez 15 de 150 000 qui égale en fait à 22 500 en espèces pour obtenir une aide de 200 000 par contre, je tiens juste à préciser là, en fait, que lorsque vous soumettez des dépenses de salaire et que bon, vous les payez, ces salaires-là de votre côté, ces salaires-là peuvent être considérés comme faisant partie de votre contribution en espèces, puisque vous engagez des montants pour les payer. Oui, ça vient plus tard, ça. Ça vient juste ici. Donc, les dépenses admissibles dans le cadre du programme, qu'est-ce qui peut consister les projets, en fait? Ce qui est admissible, il y a des dépenses pour des études de marché. Il y a aussi des dépenses pour des frais d'accès à des bases de données, mais par contre, on l'a limité à 30 de l'aide financière, là, donc elle est limitée. Les frais de déplacement et séjour sont aussi accordés sous forme forfaitaire pour tous les déplacements d'une journée ou plus. Il y a aussi les frais de location et d'aménagement d'espaces d'exposition, les frais de transport des marchandises exposées dans une foire commerciale, les frais liés à la location de salles et à la logistique entourant la tenue d'une activité. Sont aussi admissibles les frais liés à la conception et à la diffusion de matériel promotionnel. Les honoraires professionnels et contractuels, par contre, on a mis une limite d'un taux honoraire de 150 de l'heure. Sont aussi admissibles les salaires de base sans les charges sociales de la ou des personnes chargées de la mise en œuvre du projet. Par contre, pour l'ensemble des salaires, pour l'ensemble des dépenses de toutes les personnes impliquées dans la réalisation du projet, il y a une limite de 75 000 par année. Donc, c'est la durée du projet qui va déterminer le montant que vous pouvez soumettre en salaire. Là. Donc, pour un projet d'1 an, on peut soumettre jusqu'à 75 000 en salaire. 2 ans, 150 000 et 3 ans, là, 225 000 de salaire qu'on peut aller chercher. Je tiens juste à préciser là, que les charges sociales sont en dessus de cette limite-là de 75 000 par année. Puis, finalement, il y a un frais d'administration correspondant à environ 10 de l'aide financière octroyée qui peut vous être octroyée aussi. Donc, il y a quelques autres dépenses admissibles qui sont additionnelles, là, spécifiques au sous-volet. Donc, sur le marché québécois, on ajoute aussi les frais d'inscription à des registres nationaux de communication commerciale. On peut penser à GS1, par exemple, là, qui sont admissibles dans ce volet-là. Pour ce qui est des marchés à l'exportation, on ajoute les frais de déplacement et de séjour au Québec d'acheteurs. Puis, on ajoute aussi les frais pour la première année de location d'un bureau ou d'un local à l'extérieur du Québec. Je vois une question qui passe, je vais juste prendre le temps d'y répondre. Là, en fait, est-ce qu'on peut élaborer sur la diffusion de matériel promotionnel? Est-ce que ça inclut les réseaux sociaux? Oui, ça inclut les réseaux sociaux. Là, effectivement, on couvre la diffusion du matériel promotionnel, donc ça en fait partie. Par contre, bon, je vais passer à ma prochaine slide. Donc, il y a des dépenses non admissibles. Je vais revenir, là, je vais mettre un petit accent là-dessus, mais la fabrication et l'impression de matériel promotionnel, emballage, étiquette n'est pas inclus, par contre. Là, on parle vraiment de l'impression physique. Donc, ce qui est diffusion, il n'y a pas de problème, mais on ne couvre pas l'impression du matériel promotionnel. Donc, les autres dépenses non admissibles, on peut penser aux taxes sur les produits et services, TPS et TVQ. Il y a les coûts de vente, charges d'exploitation courante, frais de fabrication et de marchandisage. Il
Aussi les frais de développement, de conditionnement et de fabrication des produits. Donc, ça, c'est non admissible. Frais d'obtention de permis et d'homologation des produits. Paiement autre que dans une devise ayant cours légal au Canada. Là, encore une fois, je tiens à préciser là, que l'euro et le dollar américain ont un cours légal au Canada. L'acquisition ou l'amélioration de bâtiments, de terrains, de matériel roulant ou de fournitures de bureaux, d'équipements informatiques et autres immobilisations, c'est inadmissible. Les frais d'intérêt, financement, remboursement de la dette du demandeur des partenaires. Comme je l'ai mentionné, bon, la fabrication et l'impression du matériel promotionnel, emballage et étiquettes, mais aussi la construction d'un kiosque d'exposition. Donc, en fait, la conceptualisation d'un kiosque d'exposition serait admissible, mais la construction physique du kiosque ne l'est pas. Les frais juridiques, c'est aussi des frais qui sont non admissibles. Les frais de réception et de cadeaux, les frais liés à l'attribution de bourses, de prix ou de récompenses, les coûts d'échantillons de produits ou de produits alimentaires offerts lors d'une dégustation, ainsi que les coûts liés à un remboursement ou un rabais sont non admissibles. Une activité qui a été spécialement spécifiée, c'est les activités de promotion destinées au marché québécois. Donc ça, ce n'est pas admissible dans le cadre du volet 2.2 qui vise les marchés à exportation. Donc, il faut qu'on fasse des projets vraiment ciblés vers l'exportation, ce qui n'inclut pas le marché québécois. Donc, c'est ce qui complète la première partie sur la présentation du programme. C'est l'ensemble des modalités auxquelles vous devez vous conformer. On va passer maintenant au traitement, en fait, au dépôt d'une demande. Donc, les démarches que vous avez à faire, d'abord, bon, la première étape, c'est simple, c'est de s'asseoir, réfléchir et concevoir votre projet, en fait, la démarche de votre projet, bien sûr. En deuxième point, je vous conseille vivement, et en fait, je vous invite à aller consulter le guide du demandeur, volet 2, pour prendre connaissance de l'ensemble des modalités. Ce guide-là a été rédigé en s'adressant aux demandeurs, donc qui est supposé répondre à vos questions que vous avez, mais on va le bonifier au fur et à mesure au fil du programme, en fait, pendant la durée. Mais donc, ensuite, l'ensemble d'informations nécessaires pour remplir le formulaire de demande et les autres documents qu'on vous demande se retrouvent dans le guide du demandeur. Donc, un autre point important, en fait, c'est qu'on vous demande de valider votre admissibilité, ainsi que celle de votre projet dans le cadre du programme. Donc, c'est important de s'assurer que votre projet cadre bel et bien avec les objectifs du programme et que vous répondez bel et bien aux critères d'admissibilité des demandeurs. Ensuite, bon, il s'agit de remplir le formulaire de demande, comme je l'ai mentionné, en ayant le guide du demandeur ouvert à côté. Puis, il s'agit de rassembler et fournir les documents précisés dans la liste de contrôle. On va y revenir un peu plus tard. Puis, de soumettre l'ensemble des documents formulaires qui vous est demandé par courriel au cours d'un appel de projet. Donc, le formulaire de demande, il se compose de 6 sections environ. La première, il s'agit de la liste de contrôle, qui est une liste de cases à cocher, en fait, des documents qui sont demandés selon votre situation à vous. Donc, on vous demande de rassembler ces documents-là et de cocher, en fait, sur le formulaire ceux qui vont être joints à votre demande. Et ensuite, la première section, bon, qui est assez simple, on ne va pas s'attarder là-dessus, mais il s'agit des renseignements sur le demandeur et sur les chargés de projet. Donc, en fait, on me posait la question, mais les chargés de projet, dans certains cas, ils ne vont pas être embauchés, la première personne qui va prendre charge du projet, mais on demande de nous mettre le nom d'un correspondant avec qui on peut échanger pour le traitement de votre demande. Donc, ensuite, la section 2, description sommaire du projet. C'est là qu'on va mettre le corps de votre demande, donc de nous détailler votre projet. On va regarder ça plus en détail. Et la section 3 sur les coûts du projet, qui est un fichier Excel à annexer à votre demande. On va regarder ça ensemble aussi. La section 4 sur le financement du projet, donc de nous présenter votre montage financier. On va le regarder aussi encore en détail. La section 5 qui est une déclaration, en fait, là, sur le contenu de votre formulaire. Donc, pour ce qui est de la liste de contrôle, les documents qui vous sont demandés sur la liste de contrôle, c'est d'abord le formulaire et l'annexe coût du projet, qui sont le corps de votre demande. On vous demande aussi de nous fournir des lettres d'appui au projet si c'est applicable dans votre cas. C'est optionnel, ça vient seulement bonifier en fait le critère d'évaluation de la contribution puis de l'appui de l'industrie, mais c'est optionnel. Les états financiers, lorsqu'ils sont disponibles, on vous les demande. Les programmes d'accès à l'égalité à l'emploi, ça, c'est pour les entreprises, en fait, les demandeurs de plus de 100 employés et qui demandent une aide financière de plus de 100 000 $.
Ensuite, il y a les documents définissant les modalités du regroupement. Donc ça, lorsque vous faites une demande en tant que regroupement d'entreprise, on va vous demander de nous fournir un document définissant les modalités de votre regroupement. Ce document-là, il est au libre choix. Là, on n'a pas de modèle prescrit. On ne veut pas s'imposer, on veut pas vous imposer de modèle, mais il faut nous faire parvenir quand même un document suffisamment clair pour qu'on puisse comprendre quelles sont les modalités de votre regroupement. Encore spécifiquement pour les entreprises, pour les regroupements d'entreprises, en fait, là, puisque c'est à eux que ça s'applique, mais le certificat de francisation là, pour les entreprises de plus de 50 employés, on va vous le demander si c'est votre cas, s'il y a des entreprises de plus de 50 employés dans les regroupements d'entreprises. Un autre document, en fait, d'autres documents qui sont demandés à joindre à votre demande, c'est les preuves justificatives pour les dépenses que vous allez soumettre. Donc là, on fait référence à des offres de services, soumissions. On demande aussi les preuves d'expertise des personnes ressources internes et externes qui vont être impliquées dans la réalisation du projet. Ça, c'est bien important puisque c'est un de nos critères de sélection. Donc, on demande en fait de nous faire parvenir leur curriculum vitae là, qui regroupe l'ensemble de leurs diplômes puis des formations suivies. On demande aussi les fiches de calcul salarial dans le cas où vous nous soumettez des dépenses de salaire. Donc, les fiches de calcul salarial, il s'agit d'une fiche qui présente le nombre d'employés qui vont être impliqués dans la réalisation du projet, la nature du travail qu'ils vont effectuer, le nombre d'heures, de jours qu'ils vont travailler, puis le taux horaire auquel ils vont être payés. Dans le fond, il faut nous permettre de comprendre comment vous en arrivez à ces montants-là pour les dépenses de salaire. Pour ce qui est des offres de services et soumissions, c'est une question qui nous revient souvent. Dans les cas où on n'a pas d'offre de service ou de soumission en amont du projet, ce qu'on va demander, c'est si le projet est accepté, en fait, ça va être de nous les fournir en cours de réalisation du projet là, avant de pouvoir obtenir votre prochain versement. Donc, c'est une condition qu'on va ajouter à la convention dans les cas où ce n'est pas disponible en aval. Encore une fois, ça s'applique aussi là, pour l'expertise des personnes, si vous allez faire des embauches, là, en fait, vous ne les avez pas dans les mains au moment de faire le dépôt de votre demande. Donc, on va vous les demander de nous les fournir là, en cours de projet, dans le cas où votre demande serait acceptée. Donc, la section 2 du formulaire de demande, c'est le corps de votre demande. Il s'agit en fait là, de la description sommaire du projet, en fait, qui ne devrait pas être une description sommaire, mais une description détaillée du projet. Là. Donc, on vous demande d'abord de répondre à 5 questions qui nous permettent de faire l'évaluation de nos critères de sélection. Donc, on vous demande de détailler le projet, de détailler les activités qui le composent. On vous demande aussi de nous parler de l'appui du milieu, puis de la participation de vos partenaires, dans les cas où il y en a. On va vous demander de nous parler de vos ressources financières, humaines et organisationnelles, mais aussi de vos expériences préalables dans d'autres projets. On va vous demander de nous détailler les retombées qui sont attendues, puis aussi les démarches qui vont être faites là, pour assurer une certaine pérennité au projet. Puis on vous demande finalement de nous indiquer quels sont les moyens, puis les indicateurs que vous allez suivre pour évaluer les retombées du projet. Donc, en fait, encore une fois, je vous conseille d'ouvrir le guide du demandeur à côté puisqu'il y a des précisions là, sur la manière de répondre à chacune de ces questions-là. Les éléments qui sont demandés, ils sont précisés. Dans cette section-là, on va aussi vous demander de nous fournir une estimation du nombre d'entreprises sur lesquelles le projet aura une incidence. Puis, on vous demande de nous présenter l'échéancier des étapes prévues pour la réalisation du projet. Donc, à la section 3, on parle plutôt du coût du projet. Donc, comme je l'ai mentionné un peu plus tôt, c'est un fichier Excel qu'on a conçu pour vous, en fait, là, qui est préparé. Je vais l'ouvrir, on va regarder brièvement ensemble. Mais dans ce fichier Excel-là, on va vous demander de soumettre l'ensemble des dépenses qui sont prévues. On vous demande de les trier par catégorie de dépenses, de nous fournir une brève description, de nous mentionner le fournisseur et de nous présenter le montant avant taxe. Bon, rapidement, je vais ouvrir le fichier pour que vous puissiez voir de quoi ça a l'air. Donc, il s'agit de ce fichier-là. Est-ce que vous le voyez bien? D'accord. Donc, ce qu'on vous demande d'abord, en fait, c'est de vous assurer de sélectionner la bonne page puisque les dépenses sont prédéterminées en fonction du sous-volet auquel vous appliquez. Donc, on vous demande de remplir la bonne page et aussi de remplir l'entête, donc qui est très important, qui va déterminer, dans le fond, le taux des dépenses
admissible qui peut vous être octroyé là, en aide financière. Donc, c'est important d'aller sélectionner le type de demandeur auquel vous correspondez ici, puis de remplir le reste de l'entête. Donc, le fichier, il est conçu comme ça. Il est divisé par catégorie de dépenses. Donc, pour les études de marché, on vous demande de nous soumettre les dépenses dans cette section-ci. Vous pouvez ajouter des lignes en utilisant l'option ici. Donc là, il y a chacune des catégories de dépenses que j'ai mentionnées un peu plus tôt. Vous les remplissez en fonction des dépenses que vous avez à soumettre. La section grise, bon, c'est mentionné, c'est réservé à l'administration, donc on vous demande de ne pas y toucher. Remplissez l'ensemble de vos dépenses ici. Pour les frais de déplacement et de séjour, comme c'est forfaitaire, donc les forfaits sont prédéterminés, les montants qui peuvent vous être accordés en fonction de la destination. Donc, on vous demande d'aller sélectionner dans le fichier déroulant votre destination et ensuite, le montant qui va pouvoir vous être octroyé va être précisé juste ici. Vous pouvez aussi, je l'ai mentionné, mais il y a une aide financière qui est accordée pour les frais administratifs, ce qui équivaut à 10 de l'aide financière. Donc, si vous désirez obtenir ces frais administratifs-là, on vous demande de sélectionner oui dans le menu déroulant. Par contre, ils ne vont pas s'ajouter au total de l'aide accordée puisqu'on vient valider d'abord l'ensemble des dépenses admissibles avant de l'ajouter à votre total. Donc, c'est nous, à l'interne, au moment de l'analyse, qui vont ajouter les frais administratifs pour, c'est ça, les frais administratifs sur l'ensemble de votre projet, de l'aide qui peut vous être octroyée. Donc, vous rentrez les dépenses ici. Pour tout ce qui est des dépenses qui sont non admissibles, qui ne cadrent pas avec les catégories, on vous demande de les ajouter ici, là, dans la section qui s'appelle « Autres dépenses liées au projet ». Donc, celles-ci vont être comptabilisées dans le coût total du projet, mais elles ne vont pas être prises en compte pour le calcul de l'aide. Dans certains cas, on va s'y arrêter pour voir si c'est bel et bien admissible ou pas. Donc, c'était mon fichier. Il va falloir juste me donner une petite minute pour que je retrouve ma présentation. Ce ne sera pas bien long. Donc, je ne sais pas si je l'ai mentionné, mais le fichier là, calcule automatiquement le montant d'aide selon les dépenses que vous soumettez là, et selon le type de demandeur auquel vous correspondez. On va calculer automatiquement le montant d'aide qui peut vous être octroyé par dépense. Évidemment, ça, c'est sous réserve de l'approbation finale du ministère. Oui, on y arrive. OK, donc la prochaine section, une fois qu'on a rempli le coût, l'annexe coût du projet, on passe à la section 4 qui s'agit en fait du financement du projet. Donc, ça, c'est directement dans le formulaire. On vous demande là, en fait, de remplir le tableau en nous présentant les sources de financement qui vont être disponibles pour votre projet. On vous demande d'écrire bon, la provenance, c'est-à-dire le nom de l'organisation ou de votre partenaire qui va contribuer. La nature de la contribution, donc est-ce que c'est des montants, est-ce que c'est des ressources humaines, accès à des locaux ou autres. Et on vous demande aussi de préciser le montant de la contribution. Donc, en fait, c'est sur ce montant-là financier que s'appliquent les deux règles que j'ai présentées précédemment. Là, donc, la règle du cumul de l'aide financière publique
et la règle de la contribution minimale en espèces, c'est dans ce montage-là financier que vous devez les respecter. Encore une fois, je vous invite à avoir le guide du demandeur ouvert avec vous pour remplir cette section-là. Dans le guide, on trouve d'ailleurs des exemples de montage financier là, qui respectent et ne respectent pas les règles pour vous éclairer un peu sur la façon dont elles s'appliquent au montage financier. Ensuite, ça termine le formulaire avec la section 5, là, qui est une déclaration. En fait, on appose la signature et c'est tout. Donc, vos demandes, une fois qu'elles sont soumises, qu'est-ce qu'on fait avec elles à l'interne? Donc, d'abord, chacune des demandes soumises va passer à travers du processus présenté ici. Donc, d'abord, on regarde la recevabilité de votre demande. Est-ce que tous les documents nécessaires sont présentés? Est-ce que c'est complet? Ensuite, on va faire une analyse de l'admissibilité de votre demande. Donc, regardez si vous correspondez bel et bien à un de nos critères, de nos clientèles admissibles et si vous répondez à tous les critères d'admissibilité. En plus de vérifier si votre projet, il correspond bel et bien aux objectifs du programme de développement des marchés bioalimentaires. Une fois que c'est validé, donc on va procéder à l'analyse du projet. C'est un conseiller du MAPAC, en fait même de notre direction ici, qui va faire l'analyse de votre projet, qui va faire l'évaluation de votre montage financier et de chacun des critères. Une fois que cette évaluation-là est complétée, elle va être transmise à un comité d'évaluation composé de plusieurs membres qui vont valider l'analyse qui a été faite par le conseiller au préalable puis qui vont formuler une recommandation sur votre demande d'aide financière. Ces recommandations-là, ils vont être envoyées aux autorités compétentes puis elles vont approuver ou pas les recommandations du comité. Donc, une fois que, dans le cas où un projet serait accepté, on accepte votre demande d'aide financière, on va vous faire parvenir une lettre d'offre et une convention. Donc, la convention, en fait, là, elle va venir préciser quelles dépenses sont acceptées, elle va venir préciser un calendrier de versement, les différentes modalités qui sont à respecter, puis les conditions spéciales là, dans les cas où c'est nécessaire. Donc, une fois que cette convention-là nous retourne signée et que vous avez rempli les conditions, s'il y en avait, là, des conditions d'octroi, s'il y en avait dans votre cas, bien, vous allez avoir droit à votre premier versement d'aide. Donc, une fois que le premier versement est effectué, vous pouvez démarrer le projet dans les échéanciers convenus. À la toute fin du projet, on vous demande de nous soumettre un rapport final, puis une dernière réclamation, donc avec tout l'ensemble des pièces justificatives nécessaires pour valider les dépenses qui ont été effectuées. Une fois que c'est reçu et accepté conformément à ce qui est demandé, ensuite, à ce moment-là, on va pouvoir effectuer le dernier versement de l'aide financière. Toutefois, on vous demande là, 12 mois après la fin du projet de nous transmettre certaines informations, là, des données qui vont nous permettre en fait d'évaluer les retombées du programme. Là. Donc, on parle surtout de l'augmentation de la croissance des ventes là, sur les différents marchés, du nombre d'emplois qui ont pu être créés par le projet, des nouveaux marchés qui sont pénétrés, des points de vente, ce type d'informations-là. En fait, c'est tout précisé, encore une fois, dans le guide du demandeur, mais c'est des informations qu'on va demander 12 mois après la fin de votre projet. Donc, c'est allé assez rapidement. On va avoir du temps pour les questions. Je pense qu'on va d'abord introduire ma collègue Sandrine Hervé. Oui, bien en fait, je vais en profiter même pour rappeler ton nom, Rosemary Gagnon-Perron, parce que Perron-Gagnon, parce que je ne l'avais pas fait tout à l'heure. Donc, je vous présente, vous avez assisté à la présentation de Rosemary Perron-Gagnon. Puis là, on va avoir Sandrine Hervé qui va se joindre à nous pour la période de questions. Donc, si Sandrine est prête, je vais pouvoir lui céder la caméra. Oui, bonjour. Je suis présente. Donc, en fait, plusieurs questions ont été répondues durant le webinaire. Pour ceux qui ont posé des questions, je vous invite à prendre connaissance de la conversation. Pour l'instant, il n'y a pas l'air d'avoir d'autres questions qui n'avaient pas été répondues. Donc, si vous avez des questions, vous pouvez les inscrire dans le volet conversation. Puis, autrement, nous allons prendre des questions à main levée. Donc, vous avez un petit signe de main levée. On va commencer par ces questions-là. Donc, présentement, j'ai Hélène Turcotte. Donc, vous pouvez ouvrir votre micro et nous allons prendre votre question. Oui, désolée, donc je ne voyais pas l'onglet conversation. Donc, j'avais peut-être différentes questions. Vous avez mentionné au niveau de la contribution en espèces que ça pouvait être des salaires déjà payés par l'entreprise, dans le fond. Mais je me demandais à ce moment-là,
qu'est-ce que vous considérez comme contribution nature? À ce moment-là, ce serait des dépenses externes de l'entreprise ou... Donc, c'est par rapport aux contributions nature que j'avais mon questionnement. Mm-hmm. En fait, c'est dans certains cas, les salaires peuvent être considérés en nature, mais dans la plupart des cas là, où les salaires sont soumis dans les dépenses admissibles, donc c'est une dépense au programme. Donc, si votre organisation paye ce salaire-là, donc on considère que vous avez engagé de l'argent pour payer les dépenses que vous avez soumises. Donc, c'est considéré comme une de vos contributions en espèces. Dans certains cas, il peut y avoir des ressources humaines qui sont considérées comme en nature, là, si on veut, donc non pécuniaires. Là, donc, c'est surtout dans le cas où c'est des dépenses qui vont pas, c'est des salaires qui ne sont pas soumis dans les dépenses du programme. Donc, par exemple, un administrateur qui travaillerait de son temps, mais qui ne va pas le charger dans le cadre du programme, peut mettre cette contribution-là en nature, par exemple. Ou encore, des prêts de locaux peuvent être considérés comme une contribution en nature. Donc, ça a une valeur qu'on peut quand même considérer. Sandrine, est-ce que tu as quelque chose à ajouter là-dessus? Non, comme tu as dit, si l'entreprise fournit quelque chose qui n'a pas eu à débourser, mais ça peut quand même contribuer comme une contribution en nature. Là. Donc, toute contribution qui n'a pas eu de déboursé. Pour la prochaine main, j'ai Jean-Paul Gagné. Ici, Jean-Paul Gagné de l'Association québécoise d'industrie de la pêche. Je voudrais simplement savoir si ce programme-là vient en compétition avec le programme du MAPAC à propos de la promotion des produits marins qui existent actuellement. Rosemary, je ne sais pas si tu as la question. On pourrait peut-être vous répondre un peu plus spécifiquement parce qu'on ne connaît pas nécessairement toutes les modalités du programme. C'est ça. Donc, on pourrait vous répondre plus spécifiquement. J'ai pris votre nom, M. Gagné. Je vais vous répondre par courriel en suivi du webinaire. Merci. Ensuite, j'ai Stéphane Lacasse. Oui, bonjour. J'ai une question concernant les dépenses admissibles. Dans la conception et la diffusion de matériel promotionnel, est-ce que des achats de campagnes publicitaires peuvent être considérés comme une dépense admissible? Oui, oui, c'est considéré comme admissible. En fait, c'est seulement l'impression physique qui n'est pas admissible là, en ce qui a trait au promotionnel. Merci. Ensuite, j'ai Pierre Réaume. Oh, est-ce que vous m'entendez? Oui. Bon, le fédéral impose des restrictions quant à la COVID sur le présentiel lors des activités dans ces programmes. Est-ce que la même règle s'applique pour ce programme? On n'a pas appliqué de règles par rapport à la COVID, considérant que le programme est sur 3 années. En fait, les projets peuvent être sur 3 années, donc c'était trop incertain pour appliquer des règles restrictives de cette mesure. On va quand même avoir ça en termes de logique et de réalisme. Là. On sait que en ce moment, les événements à court terme, c'est moins... De prime abord, vous avez parlé de nouveaux marchés. Comment vous définissez un nouveau marché? Est-ce que ça peut être un marché, un créneau dans un marché existant ou si ça doit être totalement un nouveau marché? Non, ça peut être un créneau dans un marché existant, là, oui. Merci de votre gentillesse. Ça fait plaisir. Merci à vous. Ensuite, j'avais une question de Hugo Gévry. Oui, bonjour. Mon nom, c'est Karine Filiatro. J'utilise le compte d'un enfant. Donc, je me demandais, j'ai une question relative aux objectifs du programme plus spécifiquement. Quand on parle de réseau de distribution alimentaire, de sous-volet 2.1, je me demandais si c'était vraiment plus axé sur le commerce de détail, la restauration, ce programme-là, ou si les autres circuits qui sont plus en circuit court, comme les marchés publics, la vente à la ferme, disons, dans mon cas, je m'intéresse plus au marché public. Est-ce que ça peut rentrer dans les objectifs de ce programme-là ou d'entrée de jeu, vous nous diriez que c'est vraiment proximité qui s'occupe de ça, là? Je dirais que c'est plus proximité. Là. Si on parle des marchés publics puis on se limite à une certaine région, c'est proximité. Si votre projet est à une portée plus large, là, disons provinciale ou dans plusieurs régions, là, on peut considérer aller dans le
programme de développement des marchés bioalimentaires. Mais comme j'ai dit, donc la ligne c'est une ligne imaginaire, là, donc c'est pas facile à toujours délimiter, là, mais si on parle juste de circuit court, seulement un intermédiaire, ça correspond plutôt à proximité. Par contre, je tiens juste à apporter une précision, peut-être que ça ne correspond pas à votre question à vous, là, mais la distribution alimentaire, ça comprend aussi le marché de gros. Donc, pas seulement le détail tablette, là, pour ceux qui s'intéressent à peut-être développer des marchés au niveau de transformateurs alimentaires. Donc, c'est aussi une possibilité. Je vous remercie. J'avais aussi une question de Pierre Meunier par écrit qui était « Une demande peut couvrir quelle période de temps? » Les projets admissibles ont une durée maximale de 3 ans. Donc, c'est possible, oui, que les projets soient en cours, même après la fermeture du programme, là, donc en 2023, considérant qu'on va avoir des appels de projets futurs. C'est normal que la période ne corresponde pas exactement à la vigueur du programme. C'est 3 ans. C'est bien. Donc, je n'avais plus de questions. Je ne sais pas s'il y aurait d'autres personnes qui souhaitent en poser. Oui, Hélène Turcotte. Oui, donc je voulais laisser les autres poser leurs questions. Je vais revenir avec ma deuxième question. C'était concernant encore au niveau des dépenses admissibles. Vous avez fait la distinction entre ce qui était admissible comme salaire, mais sans les charges sociales. Puis ensuite, vous avez mentionné qu'il y avait des charges sociales admissibles pour la personne chargée de projet. Donc, je n'ai pas vraiment bien saisi la distinction entre les deux, là. D'accord. En fait, il y a une limite, on a limité le salaire à 75 000 par année pour l'ensemble des personnes impliquées dans la réalisation du projet. Ce n'est pas par personne, mais bien pour l'ensemble par année. Mais ça, c'est en fait, les charges sociales s'ajoutent en sus de cette limite-là. Donc, on parle vraiment du salaire temps horaire. Là, vous avez jusqu'à 75 000 par année. Puis, en sus de ça, on peut ajouter les charges sociales liées à ces salaires-là. Est-ce que c'est plus clair? Oui, excellent. Merci beaucoup. Je n'avais plus encore de questions. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre également qui a attendu son tour? Non. Ah oui, Catherine Saint-Georges. Je ne sais pas si, bonjour, je ne sais pas si vous l'avez dit, c'est quoi l'enveloppe globale pour ces deux volets-là? L'enveloppe est de 2 millions par année pour le moment. Merci. Merci. J'avais également une question de Nicolas Turgeon par écrit. Est-ce que les dépenses peuvent être considérées à partir du dépôt de la demande d'aide ou de la lettre d'offre du ministre? Donc, à partir de quand les dépenses sont admissibles? Les dépenses sont admissibles à partir du dépôt. Par contre, à ce moment-là, si vous avez des dépenses engagées, il va falloir considérer que c'est dans la durée de votre programme aussi, de votre projet, excusez-moi. Donc, dans le 3 ans, là, va partir à partir du moment où vous allez effectuer les dépenses. C'est exact. Je n'avais encore plus de questions, donc je vais peut-être laisser un petit 2 minutes pour quelqu'un. Oui. Donc, en fait, je vais le préciser parce que je me rends compte que je ne l'ai pas ajouté à la présentation, mais l'appel de projet va être ouvert, en fait, là, du 9 novembre au 11 décembre. Puis, il est prévu qu'il y ait environ 2 appels de projet par année, donc un à l'automne et un au printemps, là, printemps 2021. Il devrait y avoir un deuxième appel de projet. C'est exact. J'ai une question de Mylène Desnicolai. Oui, bonjour. Je m'excuse si j'espère que vous ne l'avez pas déjà mentionné. À quel moment le webinaire final enregistré va être disponible sur le web, ce webinaire? C'est quoi les délais? Peut-être la semaine prochaine, ça devrait être disponible en ligne. Au courant de la semaine prochaine. Je peux vous écrire pour vous en informer. C'est gentil. Merci. Merci beaucoup. Si il y a d'autres personnes qui ont des questions, là, vous pouvez toujours nous écrire à l'adresse soit générale du programme qui est inscrit à l'écran, donc pdm@commercialmapac.gouv.qc.ca ou à l'un de nous trois. Donc, sinon, j'avais une question de Élodie.
Oui, c'est juste une petite question, savoir l'échéancier commence à partir de quelle date? Vous allez donner les réponses quand, en fait? Vous l'avez peut-être dit et j'ai échappé cette information. Non, en fait, je ne l'ai pas précisé, mais le traitement, là, donc, je vous avais montré qu'il y a plusieurs étapes. Normalement, il devrait prendre de 2 à 3 mois, le traitement. C'est un nouveau programme, par contre, là, donc on ne sait pas quelle popularité qu'il va avoir, puis aussi la complexité des projets qu'on va recevoir. Donc, c'est sûr qu'on se laisse une certaine marge de manœuvre à ce niveau-là. Là. C'est ça. Ce qu'il faut comprendre, c'est que, étant donné que c'est un appel de projet, on doit attendre jusqu'à la fin de la période de l'appel de projet pour recevoir l'ensemble des demandes. Et ensuite, toutes les étapes de vérification puis de la rencontre du comité doivent se faire pour comparer chacun des projets qui ont été déposés. Donc, c'est surtout l'attente de ces demandes-là qui prend le plus grand temps. Puis à ce moment-là... On peut dire qu'on commence les échéanciers à partir d'avril 2021, par exemple. Pour l'appel en cours qui se termine le 11 décembre, à partir du 11 décembre, la rencontre du comité peut se tenir dépendamment du traitement des demandes, là. Mais il faut attendre au moins jusqu'au 11 décembre pour avoir l'ensemble des demandes. Fait que même si un demandeur dépose le 9 novembre, il n'y aura pas nécessairement une réponse en dedans de 1 mois. Donc, c'est pour ça qu'on dit que ça prend minimum 2 mois. Ben, en fait, moi, je vais rester sur mon 3 mois. C'est 3 mois à partir de la fin de l'appel de projet. Là. Voilà. OK, donc si je mets un échéancier, mon échéancier d'action, il commence en avril 2021, je suis correcte là, je pense. Oui. Merci beaucoup. Merci. Est-ce qu'on avait une question par écrit? Ce ne sera pas très long. Non, juste un commentaire. Donc, merci beaucoup d'avoir assisté au webinaire. Je vais passer la parole à Patrice et Rosemary pour clore le webinaire. Bien, merci beaucoup, Sandrine. Donc, on remercie en fait tous les gens qui ont assisté au webinaire. Comme ça a été mentionné, l'enregistrement devrait être disponible dans le courant de la semaine prochaine. Je rappelle, dans le fond, les courriels importants, le secrétariat du programme, le PDM à commercial mapac.gouv.qc.ca, le courriel de ma chère collègue Rosemary Perron-Gagnon, le mien, évidemment, et celui de Sandrine Hervé. Donc, tel que mentionné, n'hésitez pas à nous contacter pour poser des questions ou valider certaines informations. Ça va vraiment nous faire plaisir de pouvoir répondre à vos questions et vos demandes. Donc, sur ça, on va pouvoir mettre fin au webinaire. Je vais peut-être un dernier mot pour Rosemary. Non. Donc, on met fin au webinaire. On vous remercie d'avoir assisté et au plaisir.